Alors pour finir cette journée, on a encore deux petites sessions, dont l'une qui est là où on a le plaisir d'accueillir Axel Alétru. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent déjà. C'est un sportif de haut niveau qui vient nous parler de résilience et de dépassement de soi. Donc Axel, la scène est à toi. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci Sonia pour cette introduction. Donc moi je suis Axel Alétru. Aujourd'hui je vais vous parler de mon parcours, mon histoire, à travers lequel j'essaye de transmettre des messages forts de motivation, de dépassement de soi. Je vais vous parler de la notion de résilience, positivité, et comment malgré mon handicap j'ai réussi à m'adapter au quotidien malgré le fauteuil pour retrouver une vie la plus valide possible. Je vous propose dorénavant de vous plonger sur la grille de départ du championnat du monde de motocross en Lettonie. Nous sommes le 27 juin 2010. Nous sommes sur la grille de départ pour la première manche. Mon mécanicien est à côté de moi. Il me donne les derniers conseils. Il me répète qu'il faut que je fasse un départ canon, primordial pour le restant de la course. Le panneau 15 secondes, le panneau 5 secondes. Je suis concentré, je mets les gaz, la grille tombe, paf, je fais un départ canon. Très vite, je me retrouve à une très belle 5e place. Je me sens bien, je garde le rythme, je passe devant les panneauteurs, mon mécanicien me panote, garde le rythme, continue, lâche rien. Et j'arrive sur cette fameuse bosse. Une bosse difficile à négocier avec des ornières, des trous qui se forment à chaque tour. Une bosse où la concurrence est derrière moi. À ce moment-là, je ne veux pas lâcher les gaz sous peine de perdre une demi-seconde. Mais à cette époque, je n'ai pas conscience qu'une demi-seconde, pour le reste de ma vie, finalement, ce n'est rien. Je décide de ne pas lâcher les gaz, je prends l'appel du saut, la moto m'éjecte, je réceptionne sur le bas du dos et là je sens un grand crack dans la moelle épinière. Le bilan est sans appel, tout de suite je sens que je suis paraplégique. En un quart de seconde, j'ai un flash où tout de suite je me refais le tour de ma carrière. Je me revois toutes ces heures passées sur la moto, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, je me revois toutes ces jeunesses sacrifiées et là je me dis waouh, tout ça pour ça? Tout ça pour me retrouver paraplégique à 20 ans pour le restant de mes jours. Par chance, je suis resté conscient, ce qui m'a permis de pouvoir diriger les premiers secours qui sont arrivés, leur expliquer que la situation était très grave et qu'il fallait me manipuler avec une très grande importance. Malheureusement, je ne tombe pas forcément dans le meilleur des pays. Je ne sais pas si vous vous situez tous la Lettonie. Je ne sais pas si vous voyez la Lettonie qui fait partie de l'Europe, mais je peux vous dire que même si la Lettonie fait partie de l'Europe de nos jours, les moyens médicaux ne sont pas du tout les mêmes que chez nous. Et même si nous sommes sur un championnat du monde de motocross professionnel, ils ne sont pas du tout habitués à ce genre d'accident. Pour tout vous dire, on m'évacue de la piste sur une planche de bois, direction l'hôpital de Riga, où tout de suite je suis opéré dans la foulée. Ensuite, je suis rapatrié en France, où j'arrive à Lille-les-Quins, où un ami ambulancier me recueille. Tout de suite, je suis transféré au CHR de Lille, où mes proches sont là pour me soutenir dans ce nouveau combat. Le lendemain matin, je rencontre pour la première fois le chirurgien et toute son équipe. Et là, évidemment, ma première question a été assez simple. La question que toutes les personnes posent quand on perd l'usage de ses jambes. Je regarde le docteur et je lui dis « Docteur, est-ce que je vais remarcher un jour ?» Silence. Aucune réponse. Je repose une nouvelle fois la question où j'insiste un peu plus en disant « Docteur, dites-moi vraiment, est-ce que je peux espérer quelque chose pour la suite ?» Il me dit « Monsieur Alétru, votre moelle épinière est très endommagée, je ne sais pas si vous allez pouvoir remarcher un jour, mais une chose est sûre, nous pouvons essayer en France ici de réopérer pour espérer une meilleure récupération. » Je pars au bloc, je me fais réopérer, une opération qui va durer presque 9h30, une opération qui va très bien se dérouler. De retour dans ma chambre, le chirurgien vient me voir pour me dire que l'opération s'est très bien déroulée et que je vais pouvoir être transféré en rééducation dans une semaine. Mais pour moi, à ce moment-là, attendre une semaine dans mon lit d'hôpital, à regarder la télé, à ne rien faire, à ne pas être acteur de moi-même, attendre une semaine, pour moi, c'est trop. Je décide donc de tout de suite commencer à travailler, à être acteur de moi-même, où je commence à travailler une mini-contraction dans la cuisse de gauche. Une mini-contraction que j'avais gardée juste après mon crash, là-bas en Lettonie, mais une contraction qui commençait à réapparaître suite à 7 secondes d'opération en France. Alors, attention, quand je vous dis contraction, c'est vraiment une contraction très très infime, à l'image de comme si vous bougiez vos narines, mais il y a quelque chose,
et je décide de commencer à le travailler. Je décide de commencer à le travailler en faisant des séries de 10, de 15, toutes les heures dans mon lit d'hôpital. En plus de ça, mon père est en bout de lit, où il me fait des chatouilles dans la plante des pieds, où j'essaye vraiment de me concentrer pour ressentir la moindre sensibilité, mais rien n'y fait. Il a beau me pincer un stylo, mon père a beau me chatouiller, me passer un stylo, il a beau me pincer, je ne sens strictement rien du tout. Au bout d'une semaine, je suis transféré tout de suite au centre de rééducation de l'Espoir, qui est basé à côté de Lille, où dès mon arrivée, je rencontre le médecin en chef de la rééducation avec ma future kiné Gaëlle. On explique un petit peu la situation, il m'explique un petit peu le programme, et là, tout de suite, une nouvelle fois, ma première question a été assez simple, et j'ai regardé le docteur, je lui ai dit « Docteur, est-ce que je vais remarcher un jour ?» Quand je pose cette question, j'ai une idée derrière la tête en me disant que potentiellement ce médecin rééducateur, qui contrairement au chirurgien, ce médecin rééducateur a accompagné des dizaines de paraplégiques depuis des années, et lui il pourra me répondre en me disant « Monsieur Alétru, je sais que vous récupérerez dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, ou peut-être jamais, mais au moins avoir une réponse pour ne pas être dans l'interrogation complète. » Car je pense que pour nous tous, on l'a tous expérimenté lors du Covid, pour nous, êtres humains, être dans l'interrogation, c'est ce qu'il y a de plus dur. Ne pas avoir de visibilité, ne pas savoir comment avancer, ne pas savoir commencer cette rééducation, par quel point. Je ne savais pas, d'un côté, si je devais me battre pendant 2 ans, 5 ans, pour finalement ne jamais récupérer et perdre 5 ans de ma vie, ou d'un autre côté, je me disais, peut-être vaut-il mieux pas accepter ce qui m'est arrivé, vite faire le deuil, pour rebondir dans cette nouvelle vie avec ce fauteuil roulant. Je pose donc cette question au médecin en disant « Docteur, est-ce que je vais remarcher un jour ?» Là, il me dit « Monsieur Alétru, malheureusement, votre colonne vertébrale, comme vous le savez, est très endommagée. Je ne sais pas si vous allez pouvoir remarcher un jour, mais une chose est sûre, ici au centre de rééducation, nous pouvons vous concocter un programme pour que vous puissiez vraiment récupérer au maximum. » Mais il me dit « Malheureusement, je n'ai aucune visibilité. En 2010 à l'époque et même de nos jours en 2022, les médecins ne peuvent pas me répondre si on pourra récupérer ou non parce que la science n'a pas encore assez évolué sur le côté de la colonne vertébrale et donc je reste avec une question sans réponse. » Mais il me dit, par contre, Monsieur Alétru, vous allez commencer la rééducation dans 3 jours. Il me présente Gaëlle, ma kiné, avec qui je vais commencer la rééducation. On me ramène un fauteuil roulant à côté de mon lit d'hôpital. Je me transfère avec difficulté. L'ironie de l'histoire, c'est que même en tant qu'ancien pilote de motocross professionnel, je ne sais pas si vous êtes déjà mis dans un fauteuil roulant, mais tout simplement déjà rouler droit dans les couloirs, ça peut paraître simple, mais rouler droit dans les couloirs pour la première fois avec le fauteuil, pour moi, c'était pas chose facile. Arrivé au plateau technique, Gaëlle, ma kiné, me présente un petit peu le programme, les infrastructures. Elle m'explique un petit peu comment va se dérouler la rééducation. Et on commence par un exercice simple qui est de se transférer du fauteuil roulant à la table de kiné. Alors peut-être un exercice anodin pour vous, valide, mais très compliqué pour une personne paraplégique et privée de ses abdominaux. Elle m'explique la technique et au bout d'une dizaine de fois, j'arrive enfin à me transférer pour enchaîner sur un deuxième exercice qui est de se tenir assis avec le dossier. Très bien. Elle me dit maintenant, Axel, je vais venir abaisser le dossier. Elle a abaissé le dossier. Elle me dit maintenant, Axel, tu vas venir décoller les mains des cuisses pour venir croiser les bras. À ce moment-là, dans ma tête, je me dis, mais attends, pourquoi Gaëlle veut me faire travailler assis alors que moi, je veux remarcher? On est d'accord? Moi, je veux être le plus vite possible. Moi, je veux travailler cette mi-contraction. Ce n'est pas en travaillant assis que je vais pouvoir commencer à récupérer. Je ne dis rien. Je me dis que Gaëlle a plus l'expérience que moi. Je décolle les mains des cuisses, comme elle dit. Je viens croiser les bras. Et là, au moment de vouloir venir croiser les bras, paf, je tombe littéralement en arrière. Moi qui voulais remarcher, moi qui voulais être le plus vite debout possible, moi qui un mois auparavant était un athlète de haut niveau, je n'arrivais même pas à tenir assis en équilibre sur cette table de kiné. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, je me suis pris vraiment un coup de massue derrière la tête. Je me suis rendu compte que le parcours allait être très 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 long et que j'allais devoir prendre vraiment les choses étape par étape pour ne pas désespérer. Ma reconstruction. Je suis passé par différentes étapes. Espérer, désespérer, espérer de nouveau, accepter le changement de ma nouvelle vie.
Mais une chose est sûre, tous les matins, je me levais pour qu'une chose, remarcher. Je voulais remarcher. J'essayais d'inculquer au plus profond de mon subconscient cette image où je me voyais remarcher. Cette image était presque comme réelle, je pouvais presque la toucher, cette image. Car je savais que si je restais fidèle à cette image mentale, elle allait peut-être pouvoir un jour se manifester. Alors je ne me disais pas, évidemment, tiens, aujourd'hui je vais remarcher, non. Je me servais des moments de somnolence, des moments de relaxation, pour pouvoir travailler mentalement. 80% de mon travail en rééducation, finalement, était mental. Plus tard, quand je suis sorti du centre de rééducation, j'ai découvert que j'ai inconsciemment utilisé la technique de la visualisation, une technique que vous avez peut-être tous entendu parler, une technique que j'ai appris sur Internet et dans les livres, une technique qu'en tant qu'autodidacte, j'ai vraiment réussi à adapter exclusivement pour la rééducation. Une technique que je vous invite à aller découvrir, car elle peut vous servir sur le côté à la fois professionnel et personnel. Au fur et à mesure des séances de kiné, ma mini-contraction de la cuisse de gauche commence à se renforcer. Puis tout doucement commence à se réveiller une mini-contraction, mais cette fois dans la cuisse de droite. Je travaille beaucoup le haut du corps pour essayer de retrouver une certaine autonomie, afin de pousser mon fauteuil roulant, pour me transférer sur une table, sur une chaise. Il ne faut pas oublier que j'ai perdu presque 30 kilos durant mon mois d'hospitalisation. 30 kilos importants pour moi à retrouver pour me sentir bien dans ma peau. Vous savez, j'avais cette culture de sportif de haut niveau avec la culture du sport, du corps. J'avais une condition physique qui était irréprochable. Et là, je me retrouve du jour au lendemain privé de mes jambes, avec 30 kilos en moins. Donc pour moi, c'était très difficile à accepter ce nouveau corps qui était transformé. Et donc le fait de retrouver un petit peu de force sur le haut du corps me permettait un petit peu plus facilement d'accepter ce qui m'était arrivé pour retrouver un petit peu de condition physique. Je travaillais beaucoup. J'ai essayé à chaque fois de grappiller 5-10 minutes sur chaque patient en séance de kiné. En plus de ça, je travaillais seul le soir dans ma chambre, où j'ai essayé de reproduire les exercices que je faisais avec Gaël la journée, mais cette fois dans ma chambre avec mes parents qui m'ont ramené des poids, des élastiques, des sacs de sable, où au moins là-bas je pouvais travailler toute la soirée. Heureusement, j'avais les infirmières qui étaient de mon côté. Elles ne disaient rien au médecin en chef de la rééducation, sinon je peux vous dire qu'ils m'auraient viré depuis un bon bout de temps, car ma chambre était transformée en salle de musculation. Comme je vous l'ai dit, j'avais un gros travail mental, et une partie de ce travail mental était de rester positif. Un travail qui peut nous servir à tous au quotidien, surtout dans le climat anxiogène du moment. Vous savez, quand on est dans un centre de rééducation avec des gens qui sont là depuis parfois 1 an, 2 ans, 3 ans, des gens qui sont malheureusement parfois résignés à leur situation, des gens qui ont tombé dans cette spirale négative, des gens qui essayent de vous emmener avec eux dans cette négativité parce qu'eux n'ont pas réussi. Des gens qui, à chaque fois, vous disent que ce sera impossible, que vous n'allez pas y arriver. Quand vous êtes avec des personnes négatives comme ça pendant 1 mois, 2 mois, je dirais que si vous êtes fort mentalement, vous pouvez résister. Vous pouvez éviter de tomber dans cette spirale négative. Mais quand vous êtes avec des personnes comme ça, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, enfermés avec eux 24 heures sur 24, à manger avec eux le matin, le midi, le soir. Je peux vous dire que vous avez beau être un sportif de haut niveau, vous avez beau être très fort mentalement. À un moment donné, quand vous êtes en train de stagner, le petit doute vient s'installer dans votre tête. Et si le petit doute s'installe dans votre tête, vous pouvez très vite basculer dans cette négativité. Et si vous tombez dans cette spirale négative, je peux vous dire que pour en sortir, c'est très très dur. Et je savais que donc toute cette négativité pouvait nuire à ma rééducation. Et donc j'avais essayé d'instaurer un petit travail qui était un peu égoïste, mais j'ai essayé finalement un peu de m'isoler pour essayer d'éloigner un petit peu toutes ces personnes négatives, pour essayer de vraiment rester concentré sur mon image mentale positive qui était de remarcher. Au bout de 3 mois, j'ai eu la chance de pouvoir descendre pour la première fois dans une balnéothérapie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la balnéothérapie, c'est une piscine qui vous permet de travailler des exercices qu'on ne peut pas faire à sec sur une table de kiné, mais dans l'eau avec l'aide de la pesanteur de l'eau. Quand je suis rentré dans l'eau pour la première fois, ça a été pour moi un moment de joie. Car c'est la première fois dans cette nouvelle vie que je quittais le fauteuil roulant. J'avais l'impression de redevenir valide. J'étais à la même hauteur que tout le monde, je flottais, il n'y avait plus de différence, j'avais l'impression d'être libre, de retrouver un petit peu ma vie d'avant. Mais d'un autre côté, je me suis pris le handicap en pleine figure, où j'ai vite compris que quand je suis rentré dans l'eau, que dans cette nouvelle vie, j'allais devoir me réadapter dans toutes sortes de situations.
Et là, tout simplement, même me déplacer dans l'eau, ça peut paraître simple, mais me déplacer seulement avec les bras, pour moi, ça allait être un nouveau défi. Mais avec Gaël, ma kiné, pas de temps à perdre, on est là pour travailler. Et tout doucement, ensemble, on commence à travailler avec l'aide de la pesanteur de l'eau, ma cuisse de gauche. Où tout doucement, j'arrive à contracter. Puis au fur et à mesure de séances, avec un peu plus de difficulté, j'arrive à contracter la cuisse de droite. Les mois passent, les séances s'enchaînent, j'arrive même à me mettre debout dans l'eau. Alors peut-être que pour vous, valide, ça ne vous évoque pas grand-chose, mais pour moi, me remettre debout dans l'eau pour la première fois, c'était une énorme victoire. Une victoire qui me donnait espoir pour la suite, une victoire qui me donnait l'envie de continuer à travailler, une victoire qui a encouragé aussi les gens qui m'accompagnaient, parce qu'évidemment, dans cette rééducation, je n'étais pas seul, il y avait un collectif qui m'accompagnait, et chaque chose positive pouvait encourager les gens et donner encore plus envie aux gens de m'accompagner et de pousser derrière en rééducation. Alors attention, quand je dis debout dans l'eau, c'est avec de l'eau jusqu'au cou, mais au fur et à mesure, des mois, on arrive à descendre l'eau jusque la poitrine, puis ensuite jusque la taille. Au bout d'1 an et demi, malheureusement, je stagne. J'ai beau essayer de trouver des solutions, les muscles ne veulent pas récupérer. Comme je vous l'ai dit au début de cette intervention, malheureusement, je n'ai aucune visibilité. Je ne sais pas si je suis au maximum, je ne sais pas si je vais encore continuer à récupérer. Une chose est sûre, c'est que j'arrête pas de m'acharner, mais les muscles ne veulent pas revenir. Il me restait à peu près 6 mois sur l'échéance que je m'étais donnée. Je m'étais donné à peu près 2 ans de ma vie pour faire le maximum et voir si je continue après à travailler ou si j'accepte le fauteuil roulant. Et donc je me suis dit, OK, dans ce laps de temps, durant ces 6 mois, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à m'acharner sur des muscles qui peut-être ne reviendront jamais? Ou est-ce que, au lieu de subir ce changement, pourquoi pas créer le changement? Trouver des solutions, m'adapter face à cette situation pour essayer de trouver des solutions pour pallier à mes muscles qui sont paralysés. Je décide avec ma kiné de contacter le père d'un ami d'enfance qui est orthoprothésiste, où ensemble, on va essayer de développer des attelles pour pallier à ces muscles qui ne fonctionnent plus. Il prend des moules, des mesures, et au bout de 3 semaines, il me confectionne ce qu'on appelle un releveur en carbone pour tenir mes chevilles à 80 degrés. Un releveur qui va faire office du rôle des mollets, où potentiellement avec ça, je vais pouvoir me remettre non plus debout dans l'eau, mais sur la terre ferme. J'enfile ces releveurs, je fais attention à ne pas avoir de blessures, de frictions, de petites contusions, parce que vous savez, la moindre petite égratignure pourrait mettre des mois à guérir et retarder encore tout mon processus de rééducation. J'enfile ces releveurs, je mets dans le fauteuil roulant, je me mets face aux barres parallèles, ma kiné Gaëlle se met en face de moi, je prends de l'élan, et là, paf, j'arrive à me mettre debout entre les barres parallèles. Puis tout de suite, j'arrive à faire un petit pas, puis un deuxième, puis un retour. Puis avec Gaëlle, nos séances s'enchaînent que sur ça, la marche entre les barres parallèles. Au bout de 2 ans, à force d'avoir essayé toutes sortes de choses avec des attelles moins rigides, plus de carbone, moins de carbone, après avoir essayé le déambulateur, les béquilles, ensemble, avec Gaëlle, on réussit l'objectif de pouvoir me remettre debout, mais cette fois avec 2 béquilles. Me remettre debout pour marcher une vingtaine, trentaine de mètres par mes propres moyens. Attention, quand je dis debout, attention, c'est marcher comme un robot, mais au moins réaliser une chose qui était pour moi importante, qui était de pouvoir sortir du centre de rééducation en marchant sur mes 2 jambes. 2 ans auparavant, j'étais arrivé dans un lit d'hôpital sans aucune perspective d'avenir, où je m'étais dit, écoute Axel, si un jour tu repasses cette porte, peu importe la manière, mais sur tes 2 jambes, ça sera évidemment la plus belle de tes victoires. Quand je passe cette porte du centre de rééducation, beaucoup de choses me reviennent en tête. Je repense à cette fraction de seconde qui a changé ma vie, où je me dis que peut-être j'aurais dû couper les gaz. Je repense aussi à toute cette rééducation, et quand je sors du centre de rééducation, je prends conscience que cet handicap, cette fois, c'est pour le restant de mes jours. Vous savez, quand vous êtes en rééducation, constamment, vous espérez aller un peu plus loin. Vous espérez récupérer encore un petit pourcentage de muscles, une mini-contraction à droite, à gauche. Mais quand vous franchissez cette porte, vous dites que là, waouh, c'est pour la vie. Mais la vie ne doit pas s'arrêter à 22 ans. La vie, normalement, à 22 ans, ne fait que commencer. Et là, je me dis, OK, comment je vais faire maintenant pour donner du sens à cette nouvelle vie? Qu'est-ce qui va faire que je vais avoir envie de me lever tous les matins? On a tous un objectif, que ce soit personnel ou professionnel, et moi, je n'avais plus rien. La moto, c'était terminé. C'était à la fois mon job, mes amis, ma passion. J'avais perdu tout ça, et en plus, l'usage de mes jambes. Je me dis, OK, avant toute chose,
avant de me relancer dans l'école ou un défi ou les études, je ne sais pas, ou trouver un boulot, je me dis que, avant toute chose, je vais aller voir si malgré le handicap, je peux conduire. Et ouais, une question fondamentale. Est-ce que malgré ce qui est arrivé, je vais pouvoir aller d'un point A à un point B par mes propres moyens, ou est-ce qu'à chaque fois, je vais dépendre de quelqu'un? Évidemment, quand on cherche quelque chose de nos jours, qu'est-ce qu'on fait? On va sur Google. Donc tout simplement, je tape sur Google, personne en chaise roulante, est-ce qu'il est possible de conduire? Et là, je découvre que, bonne nouvelle, il existe des commandes adaptées au volant pour accélérer et freiner. Un énorme soulagement pour moi. Je me dis que je vais dépendre de personne et je vais pouvoir conduire là, aller où bon me semble, sans dépendre de personne. C'est quelque chose de fondamental pour moi. Toujours sur Google, je tape « personne en chaise roulante, est-ce qu'il est possible de trouver l'amour ?» Mais ouais, à 22 ans, on se pose tous cette question. Quand on a connu une vie de valide et qu'on se retrouve en fauteuil roulant, je me dis, mais est-ce que quelqu'un va accepter de vivre avec moi malgré le fauteuil roulant? Est-ce que quelqu'un va accepter de fonder une famille malgré ce qui m'est arrivé? M'aider au quotidien, me pousser, porter mes enfants, etc. Je découvre que, bonne nouvelle, sur Internet, oui, l'amour existe, même si on est en chaise roulante. Je tape toujours sur Google, personne handicap, fauteuil roulant, sport. Et là, je découvre des vidéos sur YouTube qui m'ont énormément inspiré avec un athlète que vous devez connaître, non pas pour ses performances, mais pour ce qu'il a fait. C'est Oscar Pistorius. Alors, pour ceux qui ne savent pas, il a tué sa femme. Bon, je vous rassure, il ne m'a pas du tout inspiré sur ce côté-là, on est d'accord? J'en suis pas arrivé encore à ce point-là. Mais quand j'ai vu cet athlète faire des finales aux Jeux Olympiques avec les valides, alors qu'il est double amputé de jambes en athlétisme, je me suis dit, mais waouh, moi aussi, malgré le handicap, je peux prouver que je peux devenir une nouvelle fois un champion. Moi aussi, je peux prouver que malgré ce qui m'est arrivé, je vais aller challenger des valides. Et là, je me lance un challenge qui n'est pas des moindres. J'avais un rêve dans ma tête qui trottait depuis longtemps, quand j'étais petit, qui était de participer au Rallye Dakar en moto. Je pense que vous connaissez tous le Rallye Dakar, hein, le rallye qui est le plus dur au monde. 10 000 km à parcourir en presque 15 jours, des variantes de température qui vont de moins 5 degrés à plus 45 degrés, du sable, des dunes, des cailloux, des conditions extrêmes. Si vous le terminez déjà en tant que valide, on vous appelle le héros. Et là, je me dis, mais waouh, pourquoi pas réaliser ce rêve, non pas en 2 roues en moto, mais cette fois en 4 roues en voiture. En 2018, je décide de monter un projet qui va se nommer #JePeux2020. Le but de ce projet, de ce slogan, partager un message fort au grand public, démontrer que derrière l'impossible se cache toujours impossible. Démontrer qu'on soit étudiant, entrepreneur, manager, mère au foyer, personne handicapée, patron, on a tous des rêves professionnels ou personnels. Mais pour atteindre ces rêves, on a tous parfois un chemin qui est compliqué, mais n'oubliez pas qu'on a tous les ressources en nous pour y arriver. Pour monter ce projet, je décide de monter ma propre équipe avec 25 personnes, avec des logisticiens, des ingénieurs, des porteurs d'eau, avec des copilotes pour m'aider à essayer de développer une voiture aussi. Je suis confronté tout de suite à un premier problème, qui est de trouver le budget. Voilà. Là, pour monter ce projet, il me faut 350 000 € à trouver en presque 8 mois. 350 000 € à trouver pour développer la voiture, pouvoir participer, l'inscription, la logistique, etc. Avec mon équipe, on essaye de monter un plan marketing où on va trouver des sponsors régionaux, nationaux, internationaux. Et première victoire, au bout de 8 mois, on arrive à rassembler tout le budget. Ensuite, deuxième challenge, avant de partir, on essaye de développer un véhicule pour que je puisse conduire malgré mon handicap et performer face aux valides. Pouvoir changer des roues qui sont crevées par mes propres moyens, pouvoir essayer d'aider mon copilote quand on est ensablé, pouvoir essayer d'encaisser les 12 heures de voiture par jour avec un baquet spécifique pour ma colonne vertébrale, thermoformé. Au bout de quelques mois, on arrive à développer une voiture. Troisième challenge, avant de partir, on commence à préparer l'inscription et on a un coup de fil de l'organisateur ASO, Amaury Sport Organisation, qui me dit que c'est bien, j'ai le budget, j'ai la voiture, j'ai développé mon team, mais avant de venir sur le rallye le plus dur au monde, ASO me dit « Écoute Axel, termine déjà un petit rallye et après on verra si tu es apte à venir sur le rallye Dakar. » Parce que tu sais, avec ton handicap, pour des questions d'assurance, on ne peut pas t'accepter comme ça. Il faut absolument que tu termines un rallye. Si tu termines un rallye, tu auras notre feu vert, ça sera ta qualification pour le Dakar. En 2019, je dois donc retrouver une rallonge de budget pour essayer de faire un autre petit rallye.
je décide de participer avec mon copilote, François, au Morocco Desert Challenge, le rallye du Maroc. Ensemble, notre objectif sur ce rallye, c'est surtout pas performer, mais juste aller au bout de ce rallye pendant une semaine, chaque jour arriver en temps et en heure, sans abîmer la voiture, pour pouvoir nous qualifier pour le Dakar. On doit absolument terminer ce rallye. Si on ne termine pas, c'est sûr, on ne pourra pas partir au Dakar. Avec François, au bout d'une semaine, on fait attention, on est dans le fond du classement, mais au bout d'une semaine, mission accomplie, on arrive à terminer le rallye du Maroc. ASO voit notre résultat, il nous donne le feu vert, on est prêt pour le Dakar, c'est parti. Quelques mois séparent le rallye du Maroc et le Dakar, on essaye d'améliorer un petit peu la voiture avec des nouvelles suspensions, on essaye d'améliorer un petit peu le moteur, on essayait aussi d'améliorer peut-être des petites choses pour que je puisse sortir de la voiture plus facilement malgré mon handicap. 5 janvier 2020, première étape du Dakar, on y est. Je suis avec mon copilote François, on fait notre premier briefing. Il me demande mes intentions, et là je suis clair avec lui, je dis écoute François, je veux gagner le Dakar. Je lui dis que je ne suis pas là pour figurer, moi je veux vraiment performer. Et là il me dit oula Axel, attends avant de vouloir gagner le Dakar, déjà si on le termine, je peux te dire que ce sera une énorme victoire. Il me dit tu sais, moi avec toi ça va être son 20e Dakar. Il me dit écoute j'ai terminé 9 Dakars sur ce 20e, et alors si on va au bout, avec ton handicap et toute la logistique, je peux te dire que ça sera quelque chose d'extraordinaire. Je dis ok, je vais essayer de t'écouter. Et je suis confronté à un nouveau challenge que je n'avais jamais expérimenté durant toute ma vie de sportif, c'est d'être en duo, en équipe. Toute ma carrière en tant qu'athlète, j'ai pris les décisions seul, j'ai pris les risques seul, et là, dans cette voiture, on va être à deux. François est mon copilote, il va me donner les caps à suivre, les dangers. Je suis responsable de lui, et lui est responsable de moi. Je décide de l'écouter et de partir sur un rythme léger, où, dès la première étape, surprise, top 10. Ensuite, avec François, on décide d'aller un peu plus loin, d'accélérer un petit peu, puis un nouveau top 10. Puis ensuite, on enchaîne un top 5, puis un top 3, puis une première victoire d'étape, puis une deuxième, puis une troisième. Puis finalement, au bout de 15 jours de course, avec François, à force d'éviter les centaines de milliers de pièges, non seulement on arrive à rallier l'arrivée du rallye Dakar, passer ce fameux podium d'arrivée, mais en plus de ça, ensemble, on arrive à décrocher la victoire pour que je puisse devenir la première personne au monde handicapée à avoir gagné une catégorie devant les valides. Pas de catégorie handisport, ensemble on a réussi ce défi pour pouvoir aller challenger les valides et gagner devant eux en tant que pilote. Évidemment, beaucoup d'émotions sur ce podium, je repense à l'accident, je repense 10 ans auparavant où j'étais dans mon lit d'hôpital sans aucune perspective d'avenir, où le médecin m'avait dit « Monsieur Alétru, vous avez perdu l'usage de vos jambes », mais s'il m'avait dit « Vous inquiétez pas, vous allez gagner le Dakar dans 10 ans », j'aurais dit « Vous êtes complètement fou ». Aujourd'hui, malgré toute cette victoire, malgré ce challenge réussi, ce message que j'ai aussi porté jusque l'arrivée avec toute mon équipe, que derrière l'impossible se cache toujours impossible, aujourd'hui, ma plus belle des victoires, c'est que malgré le fait que les médecins m'avaient prédit un fauteuil à vie, malgré le fait que j'ai perdu toujours 80% de mes muscles, c'est important de le comprendre, aujourd'hui, presque 12 ans après mon accident, je peux cette fois me remettre debout, mais marcher 1, 2, voire 3 km. Toujours avec mes attelles, j'ai réussi à développer une marche pour que je puisse marcher même avec une béquille. Et parfois même quelques mètres sans béquille. J'ai réussi, en trouvant des solutions, à améliorer ces attelles pour que je puisse être autonome, conduire, faire du vélo, refaire de la moto. Alors évidemment, au grand malheur de mes parents, surtout de ma mère qui fait des bonds comme ça. Mais pour moi, refaire de la moto, c'était le moyen de continuer à suivre le fil rouge de ma vie, qui est de redevenir au quotidien le plus valide possible. Aujourd'hui, avec mon parcours, mon histoire, j'ai appris un mot qui résonne beaucoup en moi, un mot qui m'a aidé dans toutes sortes de situations, un mot qui, j'espère, résonnera en vous par la suite. Ce mot, c'est la résilience. Aujourd'hui, ce que j'essaye de démontrer au quotidien, c'est que la vie peut être cruelle, certes, mais généreuse à la fois. Je suis sans rancune la vie. J'ai appris la résilience, et la résilience m'a appris à accepter ce qui est, sans colère. Mais en acceptant, ça m'a permis de pouvoir continuer à avancer, plutôt que de m'arrêter. Ça m'a permis de pouvoir continuer à rêver, à avoir des ambitions, plutôt que de rester chez moi à rien faire. Mais attention, accepter n'a strictement rien à voir avec se résigner. Souvent, je dis, tu as le choix de vivre dans le passé
te dire que c'était mieux avant, de vivre comme une victime, mais tu ne pourras jamais accéder à l'autre choix qui est de croire que c'est possible. Dans 10 ans, je remarcherai. Je redeviendrai, avec peut-être la science, le travail, valide. Vous savez ce mot, valide, courir, sauter, marcher main dans la main, danser. Vous savez ces petites choses, ces petits riens, ces petits bonheurs qui sont tout simplement la base de la vie de chacun d'entre nous. Mais malheureusement, de nos jours, on a tous souvent très tendance à tous les oublier. Merci. Alors, je voulais terminer en illustrant quelques slides où vous pouvez voir ma colonne vertébrale. Ce n'est pas un montage, c'est la vraie, après l'accident. Ce qui est important de comprendre, c'est que vous pouvez voir ma colonne vertébrale qui n'est pas entièrement sectionnée. C'est important de comprendre ça, car le fait d'avoir cette colonne vertébrale avec encore quelques nerfs qui passent laissait espérer peut-être une récupération. 3% exactement. Les médecins m'avaient dit, tu as 3% de chance de pouvoir peut-être récupérer un petit peu. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir rêver, pouvoir continuer à exploiter cette mini-contraction pour essayer de me remettre debout. Et j'ai eu la chance de ne pas avoir cette colonne vertébrale entièrement sectionnée. Et ce qui est important de comprendre, c'est que quand vous êtes dans la rue et que vous croisez peut-être quelqu'un en fauteuil roulant, vous allez peut-être vous dire dans votre tête, bah lui, il n'a pas eu le même mental qu'Axel. Mais ça n'a strictement rien à voir. Si cette personne-là a la colonne vertébrale entièrement sectionnée, elle aura beau travailler autant qu'elle veut, elle ne récupérera jamais. Car c'est terminé, les terminaisons nerveuses sont coupées. Alors j'aime bien cette photo qui illustre bien ma vie avec l'accident, la rééducation, derrière la résurrection sur le fait de me mettre debout. On peut y voir aussi le plongeon de Rio, malheureusement, qui a été avorté avec ce changement de classification parce que j'ai fait la natation entre deux, mais malheureusement, je n'ai pas pu aller aux Jeux paralympiques de Rio 2016, dû au fait que j'ai récupéré sur ma santé. Donc je m'étais qualifié pour les Jeux paralympiques, mais malheureusement, je n'ai pas pu y participer. Et donc j'ai vite basculé de nouveau pour rebondir en me disant que apparemment, j'étais fait pour me battre avec les valides. Et donc, voilà, je me suis lancé le défi de participer au Dakar. Et donc on peut voir François, mon copilote, qui est sur ma droite, où ensemble, on a monté ce projet. Il a accepté de faire ce défi avec moi, ce qui était déjà énorme, parce qu'il y avait énormément de logistique. Et donc j'ai pu profiter de toute son expérience et on a réussi à ramener les 25 personnes à l'arrivée. C'était beaucoup, beaucoup d'émotions sur le podium. On me demande comment j'ai roulé. Je vous ai expliqué que j'avais des commandes au niveau du volant, mais j'ai décidé pour le Dakar de mettre des commandes au niveau des pieds. Pourquoi? Car sur le Dakar, on est vraiment accroché au volant, on encaisse beaucoup de chocs, et le fait d'avoir les commandes au niveau du volant, accélérer, freiner, les dunes, les cailloux, etc., pour moi, c'était strictement impossible. Il fallait trouver des solutions pour libérer le haut du corps et être autonome. Et donc, on a développé ce système où je viens clipper mon pied droit dans cette babouche et je viens freiner du pied gauche. Et on a mis une tôle entre les deux qui me permet de pouvoir pas mélanger mes pieds. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que ce système, je peux le déplacer sur toutes sortes de véhicules automatiques. Et donc, ça me permet d'être autonome, rouler comme je le souhaite. Et souvent, quand j'embarque des gens avec moi, je leur dis « Vous inquiétez pas, je suis paraplégique, je ne sens pas mes jambes, mais ça va aller. » Alors évidemment, je ne compte pas m'arrêter là, je vais aller encore plus loin. J'ai monté un nouveau projet, Go Green 2024, retourner sur le Dakar en associant handicap, performance et environnement. Le but de ce projet, aller sur le Dakar avec un véhicule à énergie renouvelable. Aujourd'hui, voilà, je suis parti des plus jeunes pilotes sur le Dakar. J'ai envie de faire changer les choses et je suis l'un des premiers à vouloir embrayer sur des nouvelles technologies qui pourront servir plus tard au grand public. On peut pratiquer notre passion, mais sur des véhicules à nouvelles technologies. Donc voilà, je suis ravi de porter ce projet qui, j'espère, sera une réussite. Peut-être pas 2024 pour la victoire, mais au moins terminé, ça serait déjà quelque chose d'extraordinaire. C'est la fin de cette intervention. Merci à tous. N'hésitez pas à continuer à suivre l'aventure sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn. Voilà, si vous avez des questions, si vous souhaitez avoir plus d'informations, si vous souhaitez avoir des vidéos, des behind the scenes, des projets qui vont arriver, n'hésitez pas à liker, partager. Je vous ai aussi ramené mon livre « 28 principes pour rebondir ». Donc si vous souhaitez une dédicace, un souvenir, ou si vous voulez aller plus loin après cette intervention, je serai à la sortie de l'auditorium, donc n'hésitez pas à venir me voir pour avoir une dédicace. Voilà, merci à tous.